Dans tous nos développements tech qu'on a fait, on n'a jamais fait de spécifique, on n'a jamais fait de développement spécifique, on a fait que des choses qui s'appliquaient à toutes les boîtes, que des choses où on était sûr qu'il y avait un vrai besoin d'usage derrière. Et donc on a toujours confronté d'abord notre vision produit avec la vision terrain. En fait, notre vision produit, de plus en plus, est passée d'une vision où c'était nous qui l'impulsions à une vision qui est devenue presque à 80% impulsée par le terrain et les remontées qui ont été faites par nos utilisateurs, et 20% par nous. Ce qui fait qu'on a vraiment pu construire un produit hyper adapté aux besoins et qui se concentrait uniquement sur l'essentiel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et de l'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Laka, c'est un nom qui ne vous dira probablement rien, et pour cause, c'est une jeune pousse, une très jeune pousse même, qui connaît un démarrage impressionnant. Au départ, Laka, c'est 3 copains qui se sont rencontrés sur les bancs du lycée Lacanal, à Sceaux, d'où le nom Laka en fait. Et on va l'aborder dans un instant avec Baptiste Frelot, le CEO et co-founder de cette startup, mais Laka est issu de plusieurs pivots qui se sont réalisés en peu de temps. Au départ, un projet qui a du sens, pour se faire plaisir, pour terminer comme une jeune pousse très en vue dans la green tech. Salut Baptiste, merci de passer au micro d'Innovation Leaders. Salut Geoffrey. Il s'en passe des choses pour toi ces derniers mois, pas mal de rythme, un agenda assez chargé, donc merci de nous accorder un peu de temps. Avant de parler de Laka, est-ce que tu peux nous dire un mot sur qui tu es, d'où tu viens, et aussi quelles sont tes convictions ou tes intérêts dans la vie, toi? Ok, avec plaisir. Donc moi c'est Baptiste Frelot, j'ai 26 ans et je viens d'Antony, c'est dans le 92, Okay. banlieue sud parisienne. J'ai grandi là-bas toute ma vie. Qui je suis? Moi j'ai fait un parcours plutôt classique, école de commerce. En gros j'ai fait post-bac, j'ai fait une prépa pendant 2 ans, prépa ECS, et après j'ai fait une école de commerce, j'ai fait HEC pendant du coup 4 ans, 3 ans d'études plus une année de césure. Et très vite, dès la prépa, je savais que je voulais monter ma boîte. J'étais hyper intéressé par tous les sujets d'entrepreneuriat. J'ai toujours aimé créer des choses un peu dans tous les sens. Et à la base, en prépa, j'étais surtout intéressé par les sujets d'éducation. Comment un peu apprendre à chaque personne à apprendre plus facilement, aider tout le monde à avancer sur ces sujets-là. T'étais un peu prof d'ailleurs à tes heures perdues, si j'ai bien suivi. C'est ça, exactement. D'ailleurs, ça a pas mal influencé la manière dont on gère différents sujets chez Laka aujourd'hui, notamment la relation avec les salariés. Et suite à ça, en intégrant en fait HEC, peu à peu, j'ai commencé à me renseigner sur tous les sujets sociaux et environnementaux. Et assez vite, j'ai eu un déclic en me disant, OK, il y a plein d'urgences sur lesquelles il faut agir sur ces sujets-là. Et si je lance une boîte un jour, c'est sur ces sujets-là que je me lancerai. J'ai eu la chance d'avoir pas mal de projets dans lesquels j'ai pu m'impliquer, qui m'ont permis d'apprendre. Un projet où j'ai accompagné une dame qui lançait un projet en lien avec la récupération des déchets, de biodéchets. Ensuite, mes stages de césure, j'ai pu les faire dans des fonds de venture capital dédiés à des thématiques qui m'intéressaient. Le premier, c'était sur une thématique d'éducation, ça s'appelait EduCapital, qui investissait que dans des startups de l'éducation. Et le deuxième, chez Citizen Capital, qui est un des premiers fonds d'impact investing en France, donc qui investit que dans des entreprises à impact social ou environnemental, ce qui m'a permis de voir plein de projets dans tous les sens, de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas, et de comprendre un peu plus dans quoi je pouvais me lancer derrière, quoi. Et alors tes associés, tu les rencontres comment? Alors mes associés, je les ai rencontrés avant ça. En fait, j'ai d'abord rencontré Dorian en prépa, toute première année de prépa. On était ensemble en prépa à la Canal. Et Okay. savoir que Adrien, qui est le troisième cofondateur, lui était aussi en prépa à la Canal, mais en prépa scientifique, PCSI. Et du coup, on jouait déjà au foot contre lui le midi. Et Dorian connaissait bien Adrien parce qu'ils étaient amis ensemble au lycée, donc ils se connaissaient encore avant que je les connaisse. Voilà. Et après, Dorian, on était très proches déjà en prépa. Et en fait, on a tous les deux intégré HEC ensemble. Et pendant notre année de césure, on se voyait souvent en essayant de réfléchir à des projets qu'on pourrait lancer ensemble. Et le jour où on a eu l'idée de notre premier projet, on avait besoin de quelqu'un pour nous aider dans ce projet sur la partie tech. Et on a eu l'idée d'en parler avec Adrien, qui a tout de suite été hyper motivé, alors que le projet, quand même, ressemblait pas forcément à grand chose. Mais il nous a suivis et c'était pas une mauvaise idée. Ok. Et vous êtes encore tous les 3 dans le projet, j'ai un doute? Non, on n'est plus tous les 3 dans le projet. Dorian est parti il y a bientôt 1 an maintenant. Enfin, la décision de son départ s'est actée fin 2021 et il est parti début mars du projet.
pour des sujets de motivation principalement, enfin de motivation, de volonté d'être sur d'autres sujets que les sujets RSE, vu que nous on est sur les sujets RSE, donc sociaux et environnementaux. Dorian commençait à ressentir le besoin d'être sur d'autres sujets qui le passionnent plus. Il n'était pas vraiment passionné par la thématique. Et donc, on a discuté entre nous pour pouvoir lui ouvrir une petite porte de sortie et qu'il puisse partir avant que ça devienne trop compliqué de ensuite lui aménager cette porte de sortie. Ok. L'importance d'être en phase, en tout cas dans ces projets entrepreneuriaux, est quand même assez essentielle. Exactement. Et raconte-moi, parce que je parlais de pivot au départ dans l'intro. L'ACA a pas toujours été le LACA qu'on connaît. Il y a eu des idées avant et des projets qui vous ont amené à aboutir à l'ACA. Comment tout ça, comment on en vient justement à créer ces structures-là et par quelles étapes vous êtes passé? Ouais, il y a eu pas mal d'étapes. Ça a été un bon chemin entrepreneurial. Nous, on a commencé du coup à réfléchir sur le projet en novembre 2018, à réfléchir sur un projet, vu que c'est pas du tout le projet tel que l'ACA est devenu aujourd'hui. En gros, pour résumer l'histoire, pour faire simple, avoir une vision un peu chronologique, il y a eu 3 grosses étapes. La première étape, c'est novembre 2018. On est donc tous les 3 en année de césure, tous les 3 en stage sur Paris, et on va tous les 3 enchaîner sur un deuxième stage derrière. On va être aux 4 coins du monde, Dorian à Londres, Adrien en Australie et moi sur Paris. Et à l'époque, de mon côté, je commence à voir qu'il y a de plus en plus d'initiatives d'actions citoyennes sur des sujets environnementaux, et que notamment il y a de plus en plus d'actions qui s'appellent des clean walk, des ramassages citoyens de déchets. C'est des citoyens qui se regroupent pour nettoyer des rues, des parcs, des plages et sensibiliser sur la problématique des déchets. On voit que ça commence à vraiment prendre, qu'il y a une vraie émulation citoyenne autour de ce sujet-là, ce qui est génial. Mais on se rend compte qu'il y a un vrai manque d'informations. C'est-à-dire que plein d'associations qui se créent, plein de citoyens qui veulent agir, mais personne qui sait trop où et comment agir. C'est-à-dire que les informations sont peu relayées sur les événements qui ont lieu, etc. Et on se dit à l'époque, on est fin 2018, on a du temps devant nous, on est en année de césure, on se dit on va créer une plateforme citoyenne qui permet à tous les citoyens qui organisent ce type d'action, donc des clean walk, et à toutes les associations qu'on organise, de les référencer sur un outil commun pour mettre en avant toutes les actions qui ont lieu en France et permettre à tous les citoyens qui veulent agir de trouver facilement des points et des associations avec lesquelles ils peuvent agir. On part sur ce constat-là, on va échanger avec plein d'associations et vu qu'on travaille quand même juste par-ci par-là sur le projet, on finit par le lancer, donc lancer notre V1 de la plateforme fin juin 2019, donc à peu près à la fin de notre dernier stage de césure. Donc ça c'est l'étape 1, on lance cette plateforme citoyenne qui marche super bien. Pendant l'été on bosse à fond dessus, on va relayer plein d'événements, on va organiser des événements nous-mêmes, etc. On a beaucoup d'associations, plusieurs milliers de citoyens qui se mobilisent, etc. C'est génial. Et on arrive en dernière année du coup d'études avec la volonté de se dire ok, comment maintenant de ce projet très citoyen qu'on a créé, on arrive à en faire quelque chose qui devient viable sur le long terme, qu'on peut faire grandir et duquel on peut vivre en fait. Comment on arrive à créer une entreprise de ce projet qui est quasiment presque un projet associatif. Et donc on se dit la meilleure manière de faire, c'est de tester plein de choses dans tous les sens. Alors on teste des systèmes où on va inciter les citoyens à faire des dons aux associations, ça marche pas trop. On teste de vendre des petites choses par-ci par-là en lien avec le sujet, ça marche pas trop non plus. Et vers novembre 2019, ça. On commence, en fait, la plateforme commence à être assez connue. On a quelques articles dans les médias qui nous relayent bien. Et on commence à être contacté par des entreprises. Les premières, c'est la SNCF, Optique 2000 et Arkia, qui nous sollicitent pour mettre en place des actions avec nous. Ils disaient, OK, nous, on a envie de mobiliser nos collaborateurs sur des sujets, des actions comme celle-là. Est-ce que vous seriez prêts à les organiser avec nous et les organiser pour nous? Et là, on se dit, OK, si on est sollicité d'elles-mêmes par des entreprises, c'est qu'il y a sans doute un besoin sur le sujet. Et donc, pendant toute la période de fin 2019, on creuse le sujet auprès d'entreprises, on va essayer de comprendre le besoin. On se rend compte qu'il y a une vraie pression qui commence à émerger de la part des collaborateurs qui souhaitent davantage s'impliquer sur ces sujets-là, et qu'il y a une vraie demande d'entreprises pour l'organisation d'événements autour d'actions environnementales et sociales. Et donc, ça nous amène peu à peu vers l'étape 2, où en gros, en janvier 2020, on lance l'ACA officiellement pour vraiment marquer la coupure avec cleanwalk.org, qui était le premier projet. On prend un nouveau nom. Cleanwalk.org existe toujours, mais on crée l'ACA à côté. Et l'ACA, du coup, à cette époque-là, en janvier 2020, c'est plus, on va qualifier ça, même si j'aime moins le terme, de l'événementiel, en fait. On va organiser des actions concrètes sur le terrain pour des entreprises. Donc, je te donne des exemples. Pour la SNCF, on va organiser un grand ramassage sur le parvis de la Défense pour leurs collaborateurs, en lien avec une association qui va venir les sensibiliser. Pour Optique 2000, on va mener des opérations avec plein de leurs magasins partout en France, où on va solliciter des associations locales qui vont mener des actions communes avec les magasins pour sensibiliser les clients et les collaborateurs sur différentes thématiques environnementales.
Et on commence à structurer cette offre-là qui prend super bien. On a plein de demandes entrantes grâce à CleanWalk.org qui a quand même un beau référencement, une bonne image, etc. Donc, qui fait qu'on a pas mal d'entreprises qui nous sollicitent. Et l'offre est assez sympa vu qu'en fait, c'est un modèle très vertueux où les entreprises nous rémunèrent pour les actions qu'on mène auprès de leurs collaborateurs en fonction du nombre de collaborateurs. Et nous, on va reverser une partie de nos revenus aux associations locales avec lesquelles on va travailler, qui sont toutes des petites associations locales qui la plupart n'ont même pas de salariés, auxquelles on va reverser une partie de nos revenus, ce qui va permettre de financer tous leurs projets. Ça, c'est janvier-mars 2020. Ça marche super bien, on grandit, on commence à structurer le projet, etc. Et là, mi-mars, Covid, gros coup d'arrêt, plus d'événements, tout est reporté et personne n'a de visibilité sur ce qui va se passer et quand. Et à ce moment-là, on se pose tout un tas de réflexions sur, OK, déjà, on a quelques mois de battement où on ne sait pas trop si le Covid va rester ou pas, donc on travaille sur des projets annexes. Et puis, on commence à se poser les questions de, OK, quelle est la suite et quel est le LACA de demain, en fait? Comment on construit des bases solides qu'on a pour construire quelque chose qui soit moins dépendant de l'événementiel physique? Après, je sais pas si tu veux que je le détaille tout de suite, mais ou s'il y a d'autres questions qui doivent m'y amener. Bah si, moi en fait, déjà ça devait quand même être un gros coup derrière la tête de gérer, de devoir réagir dans cette phase de crise. Comment naît ce dernier LACA? L'idée de se transformer en plateforme et d'utiliser la tech, même si on voit venir l'idée, mais à quel moment cette idée arrive et comment vous la mettez, enfin quelle était la vision de ce V3 de l'ACA? Ouais, on a eu la chance que cette idée vienne de nos clients et des personnes avec lesquelles on était en contact. Et en gros, nous, on avait la chance à l'époque d'être en contact assez poussé avec Optique 2000, même s'il y avait le Covid, on continuait de travailler sur leur future campagne, etc. Et en fait, on était en contact avec deux éléments marquants. On était en contact avec les équipes RSE au siège et avec les magasins, les gérants de magasins en local. Les magasins Optique 2000, ils ont 1200 magasins en France, c'est des petits établissements, il y a 1 à 4 personnes par magasin en moyenne, c'est vraiment des petites structures. Donc on était en contact avec les gérants directement des magasins. Et en fait, en échangeant avec les gérants de manière régulière dans le cadre des actions qu'on menait avec eux, on s'est rendu compte que à l'échelle des magasins, il y avait plein d'initiatives qui émergeaient sur les sujets RSE, plein d'actions qui étaient menées sur plein de sujets, des sujets sociaux, environnementaux, associatifs, des sujets métiers liés à la seconde main, etc. Enfin, plein de choses, mais qui restaient toujours cantonnés au magasin. C'est-à-dire que le magasin de Pau, qui pouvait faire des choses géniales, gardait ses initiatives la plupart du temps pour lui, et les magasins aux alentours ou les magasins au niveau national n'avaient aucune visibilité de ce qui était fait. Il y avait donc un vrai frein au niveau du partage des bonnes pratiques, qui faisait qu'il y avait un terreau hyper fertile sur ces sujets-là, mais pas du tout de relais entre les magasins sur qui fait quoi, qu'est-ce qui marche pas. Et donc à chaque fois, les magasins devaient réinventer l'eau chaude et perdaient un temps fou. Et d'un autre côté, on se rendait compte que côté siège, il y avait une visibilité relativement réduite sur ce qui se passait au niveau des magasins, parce qu'en fait, 1200 magasins, pour suivre ce qui se passe dans les 1200 magasins, c'est injouable, tu peux pas les appeler un par un. Donc, ils avaient sur un panel réduit de magasins des données, mais quand même relativement réduit. Et ils avaient du mal à diffuser leur plan d'action, à avoir des infos précises sur qui fait quoi, faciliter le partage des bonnes pratiques, etc. Et donc, on est parti de ce constat-là un peu global, pas forcément hyper précis, mais on avait vraiment une conviction qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et on l'a creusé pendant tout l'été pour comprendre, OK, est-ce que ce besoin-là qui s'applique à Optique 2000, il s'applique à d'autres? On s'est fait une conviction peu à peu qu'en fait, ce besoin-là, il s'appliquait à toute une série d'entreprises qu'on a qualifiées peu à peu après de multisites, entreprises en réseau, avec des réseaux d'établissements sur tout le territoire, réseau de points de vente, réseau de maisons de retraite, réseau de crèches, tout type de réseau. Et on a commencé à se dire, OK, là, il y a quelque chose à faire. On peut sans doute construire quelque chose qui va venir répondre à cette problématique-là. Et c'est tout à fait dans la veine de ce qu'on faisait avant, de favoriser le passage à l'action à l'échelle locale, favoriser l'action sur ces sujets-là, etc. Et donc, on a commencé à construire une plateforme qui avait vocation à répondre à toutes ces problématiques évoquées précédemment, partage de bonnes pratiques, remontée de données, faciliter la descente et la remontée d'informations, etc., sur les sujets RSE. Et pour faire très simple, on a commencé par faire des maquettes, en fait, et aller présenter ces maquettes à des entreprises avec lesquelles on avait échangé pour leur dire, OK, coucou, est-ce que vous seriez chaud pour co-construire ce projet avec nous? Parce qu'on va pas développer un outil si jamais personne ne le veut. Et donc, on s'est d'abord assuré d'avoir quelqu'un qui nous disait, c'est parti, je suis prêt à le co-construire avec vous, avant de développer quoi que ce soit. Et on a eu notre tout premier client, c'est Carmila, un réseau donc c'est la foncière de Carrefour. Ils ont 200 centres commerciaux en Espagne, en France et en Italie, une centaine en France. Et ils nous ont dit en octobre, on a eu la chance de les rencontrer. Ils nous ont dit en fait, go, c'est notre sujet prioritaire pour 2021. Et cette plateforme, on va la co-construire avec vous. Et donc ça, c'est un peu
l'aboutissement de l'étape 3 où on a commencé à construire cette plateforme avec eux, avec le terrain, leurs directeurs de centres commerciaux, le siège, etc. On a fait plein de rencontres dans tous les sens. Et on a lancé la plateforme officiellement pour de bon en février 2021 avec nos premiers utilisateurs. Ça a tout de suite super bien marché. Et là, depuis, du coup, pour te dire, on est donc en novembre 2022, ça fait 1 an et demi que la plateforme est lancée. Elle est déployée chez un peu plus d'une dizaine de clients, grands groupes, multisites. Il y a un peu de tout, hein. Il y a des acteurs dans la distribution comme Bureau Vallée, comme Leroy Merlin, etc. Il y a des acteurs donc comme Carmila, foncière de centres commerciaux. On travaille avec des acteurs dans le secteur bancaire, des acteurs dans le secteur du réseau de maisons de retraite. Enfin, c'est très varié, mais il y a toujours ce critère principal qui est multisite, donc une entreprise avec un réseau d'établissements sur le territoire. Voilà. Ok. Combien d'utilisateurs aujourd'hui? Combien d'utilisateurs? C'est dur de te dire. D'utilisateurs, tu veux dire de clients ou d'utilisateurs? Vraiment d'utilisateurs finaux, enfin de personnes qui ont accès à la plateforme. Je saurais pas te dire le nombre d'utilisateurs finaux qui l'utilisent. Je saurais te dire le nombre de sites qui ont accès à la plateforme, vu que nous c'est plus ça qu'on va suivre, vu que la plateforme est vraiment utilisée à l'échelle d'un site. Tu vois, Carmila c'est utilisé à l'échelle de 90 centres commerciaux, Leroy Merlin à l'échelle de 175 sites. T'as des magasins, des entrepôts. On a 3000 sites qui utilisent l'ACA aujourd'hui. Donc 3000 sites en France qui vont utiliser la plateforme pour partager ce qu'ils font, faire remonter les données au siège, accéder au plan d'action, etc. Et après, le nombre d'utilisateurs est très variable parce que en plus de ça, tu as les utilisateurs au siège qui vont piloter tout ça. Et sur chaque site, le nombre d'utilisateurs peut être très variable. Tu as des magasins Optique 2000, tu as une personne par magasin qui va l'utiliser. Mais dans des magasins Leroy Merlin où ils sont 150 à 300 par magasin, l'outil va être utilisé par 20, 30, 40 personnes en fonction du nombre de personnes qui sont impliquées sur ce sujet. Canon. Et au niveau de l'inspiration, au niveau de l'ACA, il y a beaucoup de projets SaaS qui sont validés parce que dans d'autres pays, on a vu des plateformes et des projets qui existaient déjà et qui donnent une idée d'un positionnement qu'on pourrait prendre dans notre pays et importer. Toi, tu as déjà vu des LACA existant dans d'autres pays ou même en France, ça existe, ça? Non, du tout. On n'a jamais vu encore aujourd'hui d'outils similaires existants en France ou dans d'autres pays. Et l'inspiration nous est pas du tout venue de ça. C'est vraiment venu l'inspiration nous est vraiment venue de nos clients, en fait, de Optique 2000, qui nous a fait remonter le besoin. On a creusé, on a vu que c'était un besoin partagé par toute cette niche d'entreprise-là. Et on a étoffé après en lançant. Et au fur et à mesure, après, une fois que l'outil a été lancé, on a pu peaufiner. Est-ce que ça veut dire pour autant que tu considères que t'as pas de concurrents? Ou on n'en est peut-être pas là? Ah si, on a des concurrents. Alors, notre plus gros concurrent aujourd'hui, mine de rien, ça reste, on va dire, le concurrent fantôme, ne rien faire. Là, pour le coup, on est quand même sur un marché, le marché de la RSE, qui, même si on en parle beaucoup depuis plusieurs années, reste un marché qui est peu mature. Hein. Globalement, il y a peu d'entreprises qui sont matures sur les sujets RSE, peu d'entreprises qui ont compris que c'était un sujet prioritaire pour la pérennité de rien que leur business model dans les années à venir. Et donc, il y a des budgets qui sont hyper variables selon les entreprises, des équipes qui sont hyper variables. Et notre premier frein à la vente aujourd'hui, ça reste désolé, la RSE aujourd'hui, ça va pas être prioritaire pour nous. Ou alors c'est prioritaire, mais on veut pas y mettre de moyens, on veut pas y mettre de personnes, etc. Ça, c'est notre plus gros concurrent. Après, on va avoir des concurrents, généralement, qui vont pas être sur les mêmes sujets que nous, mais qui vont être concurrents de la même manière parce que le marché est un marché encore peu mature. Tu vois, typiquement, il y a pas mal aujourd'hui de solutions qui existent sur des sujets de mécénat de compétences, donc permettent aux entreprises de faciliter la mise en place de mécénat de compétences avec des associations. Mécénat de compétences, pour ceux qui connaissent pas, c'est des entreprises qui permettent à leurs salariés, sur leur temps de travail, d'avoir du temps à allouer à des associations. Donc, tu as pas mal de solutions qui ont émergé ces dernières années pour faciliter ça au niveau des entreprises. C'est quand même assez fréquent encore aujourd'hui qu'on soit mis en concurrence avec ce type de solution-là, même si on n'est pas du tout sur le même sujet, parce que les boîtes vont se dire, OK, nous, on se lance sur les RSE, on va mettre en place un premier outil sur les sujets RSE. On n'a pas le budget pour avoir deux outils, c'est pas le même sujet, mais il faut qu'on fasse un choix, donc on va commencer par l'un ou par l'autre. Ça arrive aujourd'hui. Même si c'est mineur, notre vrai concurrent aujourd'hui, ça reste le cas de l'entreprise peu mature sur les sujets RSE et qui n'a pas décidé d'en faire une priorité, donc qui veut pas forcément accélérer dessus. Ok. Un mot sur votre positionnement pour bien comprendre. Vous êtes dans la plateforme qui va faire les liens entre les différents sites et entre les différentes équipes et créer de l'émulation. Est-ce que vous participez aussi potentiellement à la dynamisation de ces échanges et au fait d'aider avec une partie un peu service vos clients en apportant du conseil et en apportant du service autour de cette plateforme, ou c'est essentiellement la plateforme que vous livrez? C'est pas que la plateforme.
Nous, ce qu'on vend, on vend que de l'abonnement à la plateforme. Notre modèle, c'est de l'abonnement SaaS. Mais en plus de ça, on a une partie conseil, en fait, qui est un peu informelle, mais qu'on va faire et qui est hyper importante. On croit pas du tout au fait d'avoir un outil pour un outil et qu'un outil marchera tout seul. Encore plus sur les sujets RSE, qui sont des sujets, comme je dis, peu matures, où la plupart des gens savent pas trop où aller, savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Donc, on joue un rôle clé de conseil qui se joue notamment dans la phase de setup, donc dans toute la phase où on va initialiser la plateforme pour nos clients, où là, on va aller rencontrer des équipes sur le terrain. Donc typiquement, si on lance avec Leroy Merlin, on est allé rencontrer plein de magasins Leroy Merlin à l'époque, 5, 10, pour discuter avec eux, comprendre c'est quoi la vie d'un magasin Leroy Merlin aujourd'hui, c'est quoi les problématiques d'un responsable de magasin, qu'est-ce qui fait qu'il est freiné sur les sujets RSE, qu'est-ce qui fait qu'il est bon sur les sujets RSE, etc. Comprendre tout ça, qui est hyper important pour nous, à la fois pour conseiller au niveau du siège en leur disant, vos magasins aujourd'hui, ils ont ces problématiques-là, vous devriez mettre ça en place, mais c'est aussi hyper important pour nous dans la dynamique d'amélioration de la plateforme. C'est-à-dire que tous les retours terrain qu'on va prendre dans ce sorte de petite phase de setup qui ressemble un peu à des missions de conseil, même si on les prend pas en tant que telles, ça va être hyper utile pour nous vu que ça nous permet de construire notre vision du LACA de demain et d'adapter l'ACA en fonction des retours des utilisateurs terrain. Et après, dans toute cette phase de setup conseil, on va aider à l'initialisation de la plateforme, donc à la création des actions qui vont être postées sur la plateforme. On va aller former les utilisateurs à la plateforme vu qu'on sait que c'est des sujets nouveaux. Donc honnêtement, si on leur montre pas comment marche l'outil, c'est pas forcément évident qu'ils prennent en main tout de suite. Et après, sur le long terme, on va jouer beaucoup sur le partage des bonnes pratiques entre nos clients. Typiquement, on échange avec Leroy Merlin, on va leur dire, tiens, Leroy Merlin, on a vu qu'il y avait telle entreprise avec laquelle on travaille qui avait mis ça en place sur son réseau d'ambassadeurs RSE. Ça pourrait vous inspirer, vous, sur le vôtre, où on sait qu'il y a tel et tel sujet, donc vous pourriez mettre ça en place. Enfin, plus prodiguer des conseils en fonction de ce qu'on a vu chez d'autres entreprises, ou alors, tiens, on a entendu tel magasin qui nous a remonté telle problématique, vous pourriez essayer de travailler dessus pour pouvoir l'appliquer aux autres magasins, etc., etc. Et après, donc ça, c'est toute la partie plus conseil informel qu'on va faire via les échanges qu'on a au fur et à mesure. On a vraiment des échanges réguliers avec nos clients. On échange la plupart du temps, toutes les 2 semaines, avec les équipes sièges avec lesquelles on travaille. Et après, on va essayer d'organiser, en plus de ça, des événements de manière récurrente. On en fait une fois tous les 3 mois, où on va convier tous les responsables RSE avec lesquels on échange, donc avec lesquels on travaille, mais même avec ceux avec qui on travaille pas, des entreprises qui sont pas clientes de l'ACA, sur une matinée, pour les faire échanger sur des problématiques communes. Donc nous, on va rien leur raconter. En général, on les met en petits groupes et on les fait échanger sur des problématiques communes. On anime ça, on lance les sujets, etc. pour qu'ils se partagent entre eux les bonnes pratiques de ce qui a marché, ce qui a pas marché. Ça, c'est génial aussi. Nous, ça nous permet d'un côté de récolter plein d'idées de ce qu'on pourrait faire à l'avenir pour que l'ACA soit encore plus utile. Et ça nous permet aussi de faire gagner en maturité les entreprises sur ces sujets-là, de permettre à chacun de faire lever ses freins éventuellement, et donc de faire aller plus vite les entreprises là-dessus, quoi. De connecter les gens. Et ça s'appelle comment les rencontrer c'est très simple, les rencontrer RSE par l'ACA. Et c'est ouvert à tous ou c'est ouvert à tes clients uniquement? C'est ouvert à tous, clients et non clients. Mais par contre, c'est ouvert juste aux entreprises multisites, donc toutes celles qui sont dans nos thématiques, donc celles sur les thématiques sur lesquelles on connaît, et aux équipes RSE. C'est pas ouvert à des partenaires, à des prestataires, etc. C'est vraiment un cercle fermé où c'est une sorte de communauté un peu fermée, quoi. Ouais, et d'ateliers finalement aussi. Ok, cool. Quand vous êtes lancé en 2021, enfin que la plateforme s'est lancée et que vous lancez dans cette V3 de l'ACA, à quoi ressemblent les objectifs que vous vous fixez? Est-ce que tu arrives à fixer des objectifs à 5 ans, à 2 ans, à 1 an? Je sais pas comment ça marche, mais et qu'est-ce que vous visez concrètement comme taille? Quelle ambition vous avez pour ce projet? Ça a été toujours une question un peu qu'on n'a jamais trop apprécié, enfin à laquelle on n'a jamais trop aimé répondre, la question de la vision à 5 ans et de quels objectifs on se fixe à 5 ans. Parce que tous les trois, on a toujours été des esprits très rationnels, très cartésiens, et donc toujours à se dire, on veut construire quelque chose de viable, de sain, et qui grandit de manière saine, et qui soit rapidement rentable. On voulait construire quelque chose qui nous permette de grandir avec des bases saines, viables, et qui soit rapidement rentable pour avoir un modèle sain où on grandit en fait avec nos clients au fur et à mesure. Et donc quand on lance l'ACA version plateforme en 2021, notre objectif, on a toujours eu des objectifs en fait relativement à court terme. Notre objectif à court terme, c'est en juin 2021, on finit nos études, on doit payer nos loyers. Donc en juin 2021, il faut qu'on soit capable de se verser des salaires. Et si en juin 2021, on n'est pas capable de se verser des salaires, ça va être compliqué de s'arrêter là, parce que moi j'avais mes parents qui pouvaient m'aider, mais Dorian et Adrien devaient être autonomes financièrement, donc de toute façon il n'y avait pas le choix. Et donc très vite on se dit juin 2021, il faut qu'on soit capable de se verser des salaires. Donc d'ici juin 2021, il faut qu'on ait signé suffisamment de clients pour être capable de se verser des salaires
sans être dépendant de levées de fonds ou autres qui nous entraîneraient après dans un modèle où potentiellement on ne devient plus forcément maître de la demeure. Attends, non, j'ai un petit bug dans ce que je te raconte, vu qu'en fait, C'était 2020 vu alors que c'est juin 2020 où on devait être autonome financièrement. Donc c'était pendant la période Covid, juin 2020, on n'a pas encore fait le switch vers la plateforme et on s'est déjà dit qu'on devait être autonome. Donc on a la chance à l'époque en plus d'avoir déjà des premiers clients sur l'événementiel qui nous ont payé des contrats à l'avance. Donc même si les événements n'ont pas encore lieu, on a déjà la trésorerie. Et en plus, on a la bourse French Tech de la BPI, donc subvention. Donc c'est parfait, ça nous permet de voir un peu à horizon 6-8 mois en ayant cette visibilité financière. On se paye un salaire qui est pas très élevé du tout, mais qui nous permet de payer au moins nos loyers. Et du coup, en janvier 2021, l'idée c'est de signer très vite des premiers clients qu'on engage financièrement pour avoir de quoi continuer de se verser nos salaires et potentiellement recruter nos premières recrues rapidement. Et donc c'est pour ça qu'à l'époque, quand on fait notamment la phase de co-construction avec Carmila, on leur demande de nous verser un acompte, même si le projet n'est pas encore lancé, on leur demande de nous verser un acompte qui est une sorte de premier engagement, parce qu'on a besoin de se financer, on a besoin d'avoir des revenus pour verser nos salaires, financer les premiers coûts qu'on a, etc. Et après, on a continué comme ça pendant longtemps avec très très peu de dépenses, en ayant vraiment un modèle uniquement basé sur ce que nous versaient nos clients en fait. Et donc notre objectif c'était début 2021, pour revenir à la question initiale, je me suis un peu égaré, c'était construire cette base de clients saine qui va nous aider à construire un produit hyper utile, qui marche super bien et se concentrer vraiment sur l'usage. Donc pendant toute la première année, janvier 2021 jusqu'à décembre 2021, on s'est concentré à fond sur la partie opérationnelle et sur la partie déploiement, s'assurer qu'il y ait des bons taux d'usage, s'assurer que ça marche. Ce qui fait que sur la partie prospection commerciale, on n'était pas très bon. Honnêtement, tous les trois, on faisait pas trop ça. On faisait ça par-ci par-là. C'est surtout Dorian qui gérait la partie prospection commerciale, mais on n'avait pas de trucs automatisés, etc. C'était vraiment contact par contact. Et on se concentrait à fond sur la partie déploiement. Donc à chaque fois qu'on signait une boîte, on allait voir plein d'établissements locaux, plein d'utilisateurs, on leur posait plein de questions, on s'assurait qu'il y avait des taux d'utilisation hyper élevés, et on a construit grâce à ça un produit qui a été hyper adapté aux besoins du terrain. On n'est pas allé plus vite que ce qu'il fallait. Et du coup, une fois qu'on a eu la certitude qu'on avait le produit qu'il fallait, qui répondait aux besoins qu'il fallait, et qu'on avait des taux d'usage hyper élevés, on s'est dit ok, là on peut accélérer, et là on peut potentiellement accélérer sur la partie commerciale. Et est-ce que ça veut dire que pour autant vous avez revu vos objectifs et là vous êtes capable d'afficher une certaine ambition, ou c'est encore entre guillemets au jour le jour et étape par étape? C'est pas au jour le jour, mais c'est pas à horizon 5 ans non plus. On n'est pas des profils forcément rêveurs où on va se dire tiens, nous dans 5 ans on sera une licorne, on aura ça, etc. Nos objectifs c'est toujours de construire un modèle qui va grandir et qui a une ambition européenne voire internationale, mais qui va grandir en fonction de ses clients et en fonction des besoins auxquels on doit répondre. Donc en gros, typiquement là, on a construit toute une vision pour 2023. On veut passer le cap du million de ARR qui devrait se faire sans trop de problèmes en 2023, etc. Mais on se donne pas de vision à 4-5 ans pour l'instant, complètement rocambolesque avec tiens, on sera plus de 1000 collaborateurs, etc. Parce qu'en fait, notre vision, c'est avant tout ce qu'on veut faire de l'ACA. Donc en gros, la mission à laquelle on répond, le fait de vouloir faire accélérer la démarche environnementale et sociale d'un tas d'entreprises partout dans le monde et s'adapter en fonction des contraintes qu'on voit sur le terrain et des contraintes qu'on voit auprès de nos clients et des prospects pour faire grandir le plus vite possible, mais le plus sainement possible aussi. C'est trouver le juste milieu entre les deux, quoi. Ok. Cool. Au niveau des grandes étapes du projet, entre ce premier client et qui vous co-construisez cette plateforme et aujourd'hui vous avez 3000 sites qui l'utilisent, quelles ont été un peu les grandes étapes de votre construction ces 18 derniers mois? Alors en gros, donc toute cette phase de co-construction a été clé avec Carmila. Quand on lance avec eux en novembre la co-construction, qu'on va rencontrer des directeurs de centres commerciaux, qu'on commence à construire la plateforme, hyper important. Ça a été hyper utile pour nous pour construire l'outil. On lance l'outil en février 2021 avec eux. Et assez vite, on a la chance de pouvoir signer nos deux nouveaux clients, deux autres clients, la SNCF avec qui on travaillait sur la partie événementielle. Donc, quand ils ont vu qu'on avait une plateforme, ils ont été assez vite intéressés pour la tester. Et Leroy Merlin, avec qui on lance un test auprès d'une dizaine de magasins pour voir si ça prend. Un test qui a duré assez longtemps, mais qui nous a été aussi très structurant. Et du coup, on a toute cette phase des 6-8 premiers mois de l'ACA version plateforme, donc l'ACA version 3, de février jusqu'à peut-être la fin de l'été, où c'est une version très orientée utilisateur, très orientée client, où en fait on se concentre sur le besoin terrain et on adapte vachement l'outil en fonction de ce qu'on fait remonter du terrain. On arrive ensuite du coup en septembre
avec une conviction, la conviction que notre outil marche super bien, qu'on est sur un marché où il y a un vrai besoin, et donc on se dit ok, là on est sur une phase où on veut accélérer, et on a besoin pour accélérer de recruter les bonnes personnes. Idéalement, on a besoin de recruter 2-3 personnes en CDI à horizon fin 2021, début 2022, et on fait nos petits plans, nos petits calculs, et on se dit ok, en fait, il y a un scénario dans lequel on peut les recruter, c'est un scénario où on signe 50% des prospects avec qui on est en contact en ce moment sur des sujets commerciaux. Ce scénario, il a peu de chances d'arriver parce qu'honnêtement, on sait qu'il y a plein d'aléas qui vont nous arriver dessus. Et il y a un scénario où on peut pas les recruter. Et ce scénario-là, on voulait pas les recruter, on voulait pas parce qu'on s'est dit en fait, on a quand même besoin d'accélérer un moment, et on a quand même l'envie d'accélérer. Donc on se dit ok, pour pouvoir sécuriser ces premiers recrutements de manière safe et avoir les fonds pour les faire, il va falloir qu'on fasse une petite levée de fonds. Et donc en septembre, on se fait notre conviction sur le fait qu'on va avoir besoin d'une petite levée de fonds. On a quelques débats sur le fait de combien on lève, est-ce qu'il faut qu'on lève beaucoup, est-ce qu'il faut qu'on lève juste ce dont on a besoin. Finalement, on prend la décision de lever juste ce dont on a besoin. Et on construit notre levée de fonds sur toute la partie octobre, novembre, décembre. Ça se fait assez rapidement. Et on finalise notre levée de fonds du coup fin décembre, une petite levée de fonds de 150 000 euros en equity, adossée à un peu de dette, qui nous permet d'avoir une visibilité financière large sur au moins l'année à venir qui vient, et de pouvoir faire nos 3 premiers recrutements structurants sans avoir le moindre risque, et en pouvant faire grandir ainsi l'entreprise. Nos 3 premiers recrutements, c'est quoi? Alors à l'époque, du coup fin 2021, on sait que Dorian va partir. Donc on doit en plus faire un recrutement qui va nous permettre de pallier au départ de Dorian. Dorian gérait surtout la partie commerciale et d'autres sujets admin avec moi. Donc on recrute notre premier commercial, responsable commercial, Guillaume, qui arrive le 8 février, qui d'ailleurs est quelqu'un qu'on avait rencontré lors d'un événement qu'on organisait dans une boîte à l'époque. Quand on était sur l'événementiel, on avait organisé une fresque du climat pour une boîte, on avait rencontré Guillaume qu'on avait adoré. Et le jour où on a lancé l'offre, il était sans entreprise à l'époque, donc je l'avais contacté. Et ça s'était fait super vite. Okay. Super match. Ouais. Donc on a Guillaume qui arrive sur la partie commerciale, on a Emmanuel qui arrive fin janvier sur la partie marketing et grosse, qui était chez nous en stage puis en alternance, donc on a été super content de pouvoir conserver avec nous. Et Jade qui arrive fin février, qui est en poste de project manager, donc en charge de gérer tous les sujets de déploiement chez nos clients, de suivi des clients, etc. Poste qui peuvent s'appeler parfois Customer Success, etc. dans d'autres entreprises, mais que nous, on a appelé Project Manager, parce que comme je l'expliquais tout à l'heure sur toute la partie accompagnement, conseil, etc., nous, c'est vraiment un rôle de gestion de projet, en fait. On a un vrai rôle de gestion de projet vis-à-vis de nos clients, d'accompagnement, etc. Donc, on trouvait que le terme était plus approprié. Et voilà. Et l'idée, c'est avec ces 3 recrutements, de construire les 3 piliers. On se l'était mis dans notre vision 2022. On veut qu'à fin 2022, on ait une équipe d'une dizaine de personnes avec nos 3 piliers sur chacun des pôles. Et donc l'idée, c'est que ces 3 personnes soient nos 3 piliers sur pôle marketing, pôle commercial et pôle gestion client. Entre-temps, on avait signé quelques clients en phase test et en déploiement sur fin 2021. Et après, l'année 2022 a été une année de vraie accélération, en fait, parce que l'arrivée de Guillaume nous a donné un boost énorme sur le sujet commercial. Vu qu'en fait, on pensait faire de la prospection, mais on n'en faisait pas. Guillaume, d'avoir un vrai sales dans l'équipe, ça nous a montré ce que c'était que le rôle d'un commercial. Le fait de prendre son téléphone, d'appeler 20 personnes en 1 heure, le fait d'envoyer des boucles de mails dans tous les sens, etc. Et on a vu ce que c'était de construire un pipe commercial, d'avoir énormément de boîtes dans ce pipe, etc. On s'est dit, OK, là, ça va vraiment nous permettre d'accélérer. Et bref, tout s'est vraiment structuré peu à peu. On a commencé à faire grandir notre pipe, etc., etc. Bon, ok. Pas mal de tiroirs que tu as ouverts sur lesquels j'ai envie de rebondir. Un premier, je sais que vous êtes hyper bon et hyper sensible à cette phase d'analyse de besoins, d'écoute client, de se poser à côté, de la notion de co-construction, tu l'as utilisé peut-être 10 fois le terme depuis qu'on parle. C'était pas forcément quelque chose sur lequel tu as été formé, enfin en tout cas c'est quelque chose que tu as appris sur le tas. Au final, est-ce que tu peux nous donner un peu de matière sur ce que c'est que pour toi une sorte d'immersion client bien menée, et comment tu fais pour valider ces différentes hypothèses que tu peux avoir et pour les valider avec tes utilisateurs. Enfin voilà. Quel retour d'expérience tu peux nous donner de cette phase d'analyse? Je vais dire un peu des trucs qui me passent en vrac dans la tête. Ce sera peut-être pas structuré, puis c'est pas non plus la science infuse. C'est vraiment juste de notre expérience. La première chose clé, c'est d'avoir une empathie forte, d'essayer de se mettre le plus possible à la place de la personne qu'on a en face, et sans penser pour elle. Donc
Tu vois, nous, typiquement, quand on va rencontrer à chaque fois qu'on lance chez une boîte la plateforme, on va rencontrer des responsables de magasins, des responsables de sites pour comprendre c'est quoi leur vie et c'est quoi leur métier, etc. Et donc, on va les voir pendant 2 heures, on discute pendant 2 heures pour comprendre. Et ça, la première phase qui est la plus importante de l'échange, c'est souvent la plus intéressante, c'est toute la phase où on ne parle même pas de RSE. C'est toute la phase où on va leur parler, en fait, on va leur poser des questions sur leur vie, genre typiquement, c'est quoi d'être gérant d'un magasin Bureau Vallée? C'est quoi votre problématique du moment, c'est quoi votre situation économique, comment vous faites face à la crise, etc. Donc avoir une vraie empathie et une vraie volonté de comprendre. Et tu prends des notes à ce moment-là? Oui, sur bien sûr. Quoi comme outil? Sur des outils Nous, on utilise Notion. On utilise Notion. Okay. Ça permet de prendre des notes en partagé si on est plusieurs, etc., de mettre à jour en temps réel. Ça marche bien. Et du coup, une vraie phase où en fait, il faut pas chercher, quand on a une personne en face, à vouloir lui faire dire ce qu'on veut qu'elle dise. Typiquement, je sais plus qui m'a appelé la dernière fois pour me poser des questions sur un projet entrepreneurial, où clairement je chantais pendant l'entretien qu'il me posait des questions pour me faire dire le besoin qu'il avait en fait pensé, mais qui était absolument complètement, enfin, on n'avait aucun besoin sur ce sujet-là. Du coup, l'entretien était un peu long, un peu pas très agréable. Alors que là, le but, c'est vraiment juste de poser des questions sur la vie de la personne, comprendre c'est quoi sa vie, et en fonction de ce qu'elle dit, rebondir et creuser, toujours avec un peu le pourquoi, jusqu'à qu'il n'y ait plus rien à creuser. Et une fois que tout ce chemin-là est creuser un autre chemin. Et le plus important, c'est de pas forcément, bien sûr, avoir une trame pour savoir les sujets sur lesquels on veut creuser, pas creuser, etc. Mais pas se cantonner à cette trame, c'est-à-dire quand la personne a envie de parler, la faire parler le plus possible pour comprendre. L'idée, c'est d'être capable de se mettre à sa place et de comprendre c'est quoi son point de vue, c'est quoi son mode de vision, etc. Et nous, c'est encore plus important parce qu'on est sur tu vois, tu lances une plateforme chez un réseau comme Optique 2000, tu as 1200 magasins, tu peux être sûr qu'il n'y a pas un magasin qui pense comme l'autre. Donc, il faut essayer de comprendre quelles sont les grandes catégories de magasins. Tu as des gens qui sont hyper passionnés sur les sujets RSE qui vont à fond. Tu as ceux qui s'en foutent un peu, mais qui ont compris que ça allait être un sujet qui allait être prioritaire dans les années à venir de manière réglementaire, donc qui essaient de se bouger. Tu as ceux qui, ça les intéresse, mais ils n'ont pas trop le temps. Enfin bref, donc c'est hyper important c'est vraiment le plus gros conseil, c'est ne pas mettre ses idées à la place de la personne et ne pas imposer ses questions à l'autre. Donc, essayer vraiment de creuser au fur et à mesure de ce que dit la personne, de creuser ce que dit la personne pour de manière la plus libre possible en fait. Et en allant sur place, toi, tu as passé du temps dans les boutiques. Et en allant sur place, le contact physique change tout. Un appel téléphonique, c'est bien. Hein. Si il y a des fois, on a fait par téléphone parce que c'était plus pratique. Et il y a même quand on avait lancé à l'époque avec Carmila, on faisait toutes les semaines, je m'étais imposé une règle d'appeler 2 directeurs de centres commerciaux pour prendre des retours sur la plateforme. Mais aller sur place, ça change tout. Ça change tout parce que en plus, tu crées une vraie relation avec la personne qui mine de rien est super contente de t'avoir vu. Toi, c'est gagnant-gagnant. Tu vas apprendre plus d'infos, la personne va te raconter plus de choses, ça va être beaucoup plus riche comme échange. Et ensuite, c'est gagnant-gagnant des deux côtés parce que toi, tu crées une vraie relation avec la personne qui va devenir potentiellement sponsor de ton projet en interne et qui va beaucoup plus le vendre parce qu'en fait, elle t'aura vu. Donc, pour elle, l'ACA, c'est pas juste un outil, ça va être des personnes avec des convictions, un projet, etc. Qui vont être attachés au sujet. Et même pour toi, en fait, c'est gagnant pour toi aussi parce que c'est un vrai boost. Nous, toutes les rencontres qu'on fait, et on essaie de faire participer un peu toutes les personnes de l'équipe à des rencontres terrain, c'est un vrai boost en termes de conviction, de se dire, OK, en fait, on est sur un sujet qui porte, on est sur un sujet qui plaît aux gens, on est sur un sujet important. Et donc, tu rentres d'un voyage à Toulouse, mais en fait, t'es pas triste d'avoir passé une journée à aller à Toulouse parce que le soir, tu rentres, tu dis, OK, je comprends pourquoi je fais ce que je fais et c'est vraiment utile. Et je sais sur quoi je vais pouvoir travailler dans les semaines à venir pour être encore plus utile, quoi. OK. Tu parlais de Carmila il y a 2 secondes et tu as dit tout à l'heure qu'il y avait que ton premier client a financé un peu ton projet. Je me mets à ta place et à la place de tous ceux qui nous écoutent et qui se posent la question de se lancer. Comment on fait pour faire financer son projet et vendre un projet qui n'existe pas à un client et lui faire accepter l'idée que il va payer alors que le truc n'existe pas, que tu vas le co-construire? Parce que moi, je me mets à la place de ton client. Si demain on me vend, j'en sais rien, un truc qui n'existe pas encore, je vais dire non, attends, moi je veux bien faire le cobaye, mais je vais t'aider à le faire. Mais en revanche, tu vas pas me facturer quelque chose que je vais construire avec toi. Et toi, pourtant, tu arrives à accepter, à officiellement faire en sorte que ton client soit ton premier client et ton cobaye, mais en même temps, tu arrives à le facturer. Comment tu t'y prends? C'est un bon mix entre un peu de chance, bien sûr, il faut toujours de la chance pour un projet entrepreneurial pour qu'il avance, de la conviction, donc être fortement convaincu que son truc va marcher, c'est hyper important, et aussi une réponse à un vrai besoin. Carmila, en fait, quand on a échangé avec Carmila, et on a échangé avec d'autres boîtes, à l'époque, il y a 2 autres boîtes qui nous ont dit non parce qu'ils voulaient pas payer, ils comprenaient pas pourquoi on voulait faire payer, donc tout le monde ne veut pas le faire. Mais on est arrivé très sûr de nous, droit dans nos bottes, en disant, en fait, on sait qu'on répond à un vrai problème, on sait que c'est un vrai besoin. Carmila, on leur a dit, ok, en fait, si vous en avez besoin, de toute façon, in fine, vous paierez un abonnement pour la plateforme. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est que on va vous construire l'outil qui sera
le hyper bien adapté à vos besoins, parce qu'en fait, on va le co-construire avec vous, donc c'est vraiment gagnant pour vous, vous n'avez rien à y perdre. On se met d'accord dès aujourd'hui sur le prix que vous paierez à terme en termes d'abonnement. Comme ça, vous êtes sûr que ça dépassera pas vos budgets le jour où la plateforme est prête. Et par contre, la contrepartie, donc pour que vous ayez un outil hyper adapté à vos besoins, que ça marche bien, etc., c'est que nous, mine de rien, on a besoin de financer notre projet, on a besoin de financer nos équipes, etc., on a besoin de financer les développements. Donc, en fait, vous allez payer un acompte pour cette co-construction, mais en fait, cet acompte, c'était pas un si gros engagement que ça pour eux, parce qu'en fait, c'était un acompte sur leur abonnement futur. Donc, en gros, ils allaient avoir la plateforme de février 2021 à janvier 2022. On leur a dit, en fait, vous allez payer un acompte sur cet abonnement. Donc, en gros, l'acompte, c'était 50% de leur abonnement. Ils ont payé 50% de leur abonnement en avance, ce qui nous a donné une visibilité financière hyper importante et nous a permis de bien avoir de la visibilité pour nous, et qui, eux, n'a pas été tant gênant que ça, vu que de toute façon, ils s'étaient engagés pour payer sur un an derrière. Et après, ce qui a fait la vraie différence, c'est qu'on répondait à leurs besoins de manière criante. On leur a montré via les maquettes de tout ce qu'on avait prévu, exactement ce qu'on avait prévu de faire. Et ils ont tout de suite tilté que c'était exactement ce qu'ils voulaient, en fait. Donc, ils se sont dit, OK, ils ont bien compris le besoin. Et on leur fait confiance. Après, il y a sans doute une part de confiance et on est tombé sur les bonnes personnes, c'est sûr. Je pense pas que toutes les boîtes soient prêtes à faire ça. Et on remercie d'ailleurs beaucoup nos petits copains de Carmila. On les met tout le temps en avant, on parle tout le temps d'eux parce que on est hyper reconnaissant de ce qu'ils ont fait. On sait que c'est une chance énorme qu'on a eu de les avoir et qu'ils ont vraiment beaucoup aidé au départ, quoi. Surtout même en termes de co-construction, pour nous c'était hyper important de pouvoir avoir accès aux centres commerciaux, avoir accès aux sièges qui nous donnent toutes leurs envies, tous leurs besoins, etc. C'était hyper utile. Bon, écoute, beau lancement, bien joué de les avoir embarqués dans cette aventure qui était naissante. Sur le plan de la tech, vous aviez tous jamais participé au développement et à la mise en place d'une plateforme comme celle-là. Comment on s'y prend pour se former et délivrer quand on n'a jamais mis en place ce genre de projet? On avait une chance, nous, c'est qu'on avait Adrien avec nous. On a mis du temps à s'en rendre compte parce que c'est dur quand t'as pas de moyen de comparaison, qui en fait est super fort. Et on savait pas forcément tout de suite. Maintenant, on l'a bien en tête. Bonne pioche. Qui en fait, lui a fait 2 stages de césure en dev full stack, donc dans des boîtes très tech où il a vu comment ça marchait. Il était en lien avec le CTO, avec les équipes produits, donc il a vu comment les projets se structuraient, comment ils grandissaient, etc. Donc ça nous a été hyper utile vu qu'il nous a vraiment raconté toute son expérience. Et après, d'un point de vue développement pur et dur, il est super fort. Donc en fait, il est allé super vite sur plein de sujets. Il a construit CleanWalk.org en 2 temps 3 mouvements. Ensuite, quand on a lancé la K événementielle, on a lancé une plateforme de formation pour les associations. Il l'a construit en 2 temps 3 mouvements. Et ensuite, quand on a eu les maquettes de la K, la plateforme, il l'a construit aussi hyper rapidement. Et chaque feature qu'on a dû lancer par la suite a été faite hyper rapidement. Et il a été très longtemps seul dans l'équipe tech parce qu'en fait, il faisait tout très vite, très bien. Mais ce qui a été notre plus grande force, je pense, c'est aussi l'esprit critique d'Adrien, qui a toujours eu un peu la flemme, en fait, et qui nous a toujours, à chaque fois qu'on proposait de faire des choses, a toujours dit, non, les gars, moi, je ferai un truc que si c'est utile pour toutes les boîtes avec lesquelles on peut travailler, et que si c'est réplicable à tous. Et donc, en fait, dans tous nos développements tech qu'on a fait, on n'a jamais fait de spécifique, on n'a jamais fait de développement spécifique, on a fait que des choses qui s'appliquaient à toutes les boîtes, que des choses où on était sûr qu'il y avait un vrai besoin d'usage derrière. Et donc, on a toujours confronté d'abord notre vision produit avec la vision terrain. En fait, notre vision produit, de plus en plus, est passée d'une vision où c'était nous qui l'impulsions à une vision qui est devenue presque à 80% impulsée par le terrain et les remontées qui ont été faites par nos utilisateurs et 20% par nous. Ce qui fait qu'on a vraiment pu construire un produit hyper adapté aux besoins et qui se concentrait uniquement sur l'essentiel, vu qu'en fait, on n'avait pas le choix. On est sur un outil déployé auprès de responsables de magasins. Les responsables de magasins, la RSE, ça reste quand même de leur priorité minime. Ils ont peu de temps à y allouer. Alors, leur dire qu'ils vont aller utiliser un outil là-dessus, il faut vraiment que l'outil soit hyper simple, qu'ils utilisent en 30 secondes et que ce soit réglé. Donc, tout a été fait, tout le parcours a été fait pour que l'outil soit le plus simplement pensé possible et qu'il reste très sobre. Et ça a été une de nos grandes forces, c'est encore une de nos grandes forces aujourd'hui. Et tu sais quels sont les ingrédients qui constituent cette tech en termes de plateforme, de technologie utilisée? Ouais, pour pas te dire n'importe quoi, mais je pense que je suis bon là-dessus. Enfin, je connais les réponses vu que des fois on nous les demande. Sur le back-end, on est sur du Ruby et sur le front, on est sur Vue.js. Voilà. Ok. Techno plutôt. Et après, on est hébergé chez Digital Ocean. À l'époque, on était hébergé chez Amazon, mais on a dès notre premier client, on a dû bouger en fait parce qu'ils nous ont dit nous on est Carmila, on appartient à Carrefour, Amazon c'est nos concurrents, donc vous pouvez pas être chez Amazon. Ça nous arrangeait bien de toute façon parce qu'on n'était pas fans non plus et qu'on devait bien bouger un jour ou l'autre. On savait qu'on devrait bouger un jour ou l'autre pour avoir des serveurs hébergés en Europe, etc. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden.
Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E-2-K-I-D-E-N. Bonne écoute! Au niveau de l'équipe, vous êtes une dizaine, je crois, aujourd'hui. Vous avez bougé rapidement de 3 à 10. Quelles sont les perspectives de recrutement à venir? Là, on a un prochain recrutement. On devrait passer à 12 d'ici début 2023. On a un recrutement en tech, en stage, et un recrutement en CDI, en project manager, donc le même rôle que Jade qui arrive en février dernier, parce que notre base de clients s'étoffe et qu'on a besoin on a pas mal de déploiements qui vont se faire en janvier, donc on va avoir besoin de quelqu'un pour venir épauler le pôle. Ça, c'est nos projets de recrutement à début 2023, très court terme. Aujourd'hui, l'équipe, pour te dire un peu comment elle se structure, donc on est 12, il y a plus que Adrien et moi en fondateur. Donc moi, CEO, qui suis là un peu pour épauler tous les pôles en fonction des différents besoins, assurer que ce soit fluide, etc. Et faire part aussi de mon expérience, de ce que j'ai fait par le passé sur la partie très opérationnelle. Et je suis encore aussi aujourd'hui très opérationnel. Il y a Adrien qui va être sur la partie tech, avec du coup, qui va avoir bientôt avec lui une personne en stage et une personne en alternance. Donc ils sont 3 sur la partie tech. On a le pôle commercial avec 4 personnes. On a recruté 2 nouvelles personnes mi-octobre, là, récemment, parce qu'on sentait qu'on avait vraiment besoin d'accélérer sur ce sujet-là. Donc on a 4 personnes, 3 personnes en CDI, une personne en stage. On a le pôle project, du coup, gestion client, gestion projet, où là, on va avoir 3 personnes, donc 2 personnes en CDI, une personne en stage. Et le pôle marketing, on a une personne. Voilà. Donc ça fait 12 pour début 2023. Et la vision à fin 2023, c'est marrant, on est en train de se poser pas mal dessus en ce moment et d'échanger pas mal sur quelle est notre vision en termes d'équipe à fin 2023 et quels seront nos prochains recrutements. Pour l'instant, on ne sait pas. Et on n'a pas peur en fait, c'est peut-être une de nos forces, une de nos faiblesses aussi, c'est toujours un peu les deux. Mais on n'a pas peur de dire qu'on ne sait pas et de dire, en fait, fin 2023, notre équipe va sûrement grandir sur un peu les différents pôles, le pôle commercial, le pôle marketing, le pôle client, etc. Mais quels seront les prochains besoins qu'on aura? C'est dur de savoir. L'équipe commerciale vient de grandir, de passer à 4. On est en train de structurer tous les process, de voir un peu qu'est-ce que ça nous apporte d'être à 4 plutôt que 2. Donc c'est dur de savoir quel sera le prochain besoin et à quel horizon de temps il sera. Et on préfère... en fait, ça fait partie de nos stratégies aussi, de se dire, on recrute quand il y a un besoin et on recrute pas juste pour recruter. Ce qui fait qu'on recrute que des personnes qui ont un rôle clé à jouer, qui sentent qu'elles ont un rôle clé à jouer, et que on va avoir le temps de structurer les process et de structurer l'équipe pour avoir des piliers vraiment, vraiment stables. Ok. Ton rôle de CEO, toi, on n'est pas vraiment formé pour ça. C'est un truc sur lequel aujourd'hui tu dois être très opérationnel. J'imagine, tu le disais tout à l'heure, t'es un peu là où soit pour structurer, soit parce que les choses vont pas bien, donc tu dois les régler. Tu t'y prends comment pour te former en tant que CEO? C'est une bonne question, et oui, ça a bien résumé le rôle, c'est ça, très opérationnel, un peu bouche-trou par-ci par-là pour aider en fonction des sujets, que ce soit des sujets commerciaux, puis un peu pour apporter mon expertise de ce que j'ai déjà connu chez AK par le passé, puis fluidifier les process, fluidifier les équipes, etc. Et comment j'ai appris, déjà, ce que j'ai appris, beaucoup sur le tas, en faisant, je dirais que la manière dont je gère les choses dans la boîte, avec les salariés, s'appuie beaucoup sur l'expérience que j'ai eue par le passé en termes de pédagogie. C'est-à-dire que quand j'étais à HEC, je faisais partie d'une boîte qui s'appelait MyPrépa, où je donnais beaucoup de cours de maths à des élèves en prépa. Des fois, j'avais des groupes de 50, 60 élèves en même temps. C'était des cours en visio où je pouvais avoir plusieurs personnes. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses sur la pédagogie à cette époque-là, sur l'empathie à avoir avec les personnes, sur la manière dont on peut faire grandir les gens, on peut les faire progresser, on peut les faire se sentir épanouis et heureux. Et en fait, c'est vraiment la mission que j'essaie de me donner chez l'ACA, de faire que chacune des personnes de la boîte se sente la plus épanouie possible dans les missions dans lesquelles elle est, la plus heureuse et la plus à sa place, en fait. Et du coup, ça joue un vrai rôle dans le fait de faire que chacun grandisse bien et que les différents projets avancent bien. Et donc, il y a beaucoup de ça, je pense, dans la manière dont je gère ces sujets aujourd'hui. Et après, sinon, ça a été sur le tas, en se remettant en question sans cesse avec Adri et Dorian quand il était à l'époque sur ce qu'on voyait chez d'autres boîtes qui nous plaisait pas. Beaucoup d'échanges avec les autres, les échanges quand même à la base de l'apprentissage. On avait la chance à l'époque d'être à l'incubateur HEC, donc de voir plein de boîtes avec des potes, etc., avec qui on pouvait parler, se faire un avis. Tu vois, il y a plein de méthodes managériales qui nous allaient, d'autres qui nous allaient pas, donc on prend ce qui nous va, ce qui nous va pas. Et aussi
mine de rien, les échanges qu'on a aussi avec nos investisseurs aujourd'hui, on a la chance d'avoir fait une petite levée de fonds, donc d'avoir pu choisir nos investisseurs, d'avoir pu prendre des personnes qui correspondaient aux valeurs de ce qu'on voulait faire de l'ACA plus tard. Je pense aux trois gars de partout, Thibaut Lévy-Martin, Thibaut Renouf et Clément Bouillot, qui nous ont beaucoup appris sur la manière dont ils ont construit partout, aussi un peu sur une même vision que nous, de vouloir construire quelque chose de très sain, un peu bootstrap, où tu grandis au fur et à mesure et tu construis des piliers solides. Ça a été hyper important aussi. Ouais. J'aurais pas forcément de lecture à donner comme ça, vu que ce sera à témoin le cas. C'est vraiment plus à partir d'échanges, d'essais et d'écoute de l'autre. L'écoute de l'autre a été hyper importante. Toujours, la règle clé chez l'ACA, c'est que quand quelqu'un arrive, on lui dit il faut qu'elle communique, qu'elle nous dise tout ce qui va, tout ce qui va pas. On fait des points hyper réguliers avec chaque collaborateur pour savoir ce qui va pas, s'il est épanoui, pas épanoui. Ce qui nous permet de vraiment adapter notre manière de fonctionner, de manager, etc., quoi. Bon, et tu parlais justement des trois chanceux, là, je pense à Thibaut et Clément de partout. Ces investisseurs-là, et au final, c'était donc une petite levée, une levée maîtrisée. C'était un bon choix pour toi, et quelle relation t'as avec tes investisseurs? On n'arrête pas, enfin, il y a pas un mois où on se dit pas qu'on a fait le meilleur choix et qu'on n'est pas trop content d'avoir fait ça. Okay. Parce que, pour plein de raisons, c'est un super choix. Le premier, c'est qu'on a gardé une grosse autonomie, en cédant, en fait, très peu du capital à des investisseurs, on garde une grosse marge de manœuvre sur ce qu'on veut faire du projet. Et, le deuxième, c'est qu'on s'est pas empêtré dans un cycle infernal où quand tu lèves 1 million, 2 millions, tu dois les dépenser assez vite. Donc en fait, tu les dépenses plus vite que tu es capable de générer du cash. Donc tu es obligé de relever 1 an ou 2 ans après. Donc on s'est prévenu de cette situation un peu complexe où après tu es bloqué dans le cycle des levées de fonds. Et après, l'autre chose qui rend ça génial, c'est surtout les personnes qu'on a avec nous en fait. On a fait le choix de lever peu pour avoir aussi l'option de choisir les personnes avec qui on levait. On a vraiment pris le temps de choisir les personnes avec qui on levait. On a pris que des personnes qui pouvaient nous apporter quelque chose, qui partageaient un peu la vision qu'on avait et qui partageaient ce qu'on avait envie de faire de l'ACA. Et on a eu la chance de se constituer un pool de personnes comme ça autour de nous qui sont qui viennent vraiment nous aider quand on en a besoin. En gros, pour te dire, on a du coup près d'une dizaine d'investisseurs, à peu près, peut-être un peu moins. Tu vas avoir, qui sont constitués t'as 2 typologies différentes. T'as le board, avec 2 personnes, qui sont les 2 personnes, donc Thibaut Renouf et Sylvain Tulan, qu'on rencontre, qu'on voit tous les 3 mois, donc qui sont plus proches de nous, qu'on sollicite plus souvent, qu'on voit tous les 3 mois pour faire un bilan et qui nous challenge sur plein de sujets pendant 3 heures, non, 1h30, ça dépend, ça dépend en général. Et ça, c'est génial parce qu'en général, on arrive avec des challenges et, en fait, au bout de 10 minutes, ils nous disent, votre challenge, les gars, c'est pas ça, votre challenge, c'est ça. Puis on prend du recul, on fait, ah ouais, ok, vous avez raison. Et on en parle pendant 1h30. Et du coup, ça, c'est hyper important pour nous permettre de prendre du recul, d'avoir de la vision, de répondre à nos problématiques du moment, etc. Et ça nous donne toujours des gros boosts à chaque fois. Et après, on a tous les autres qu'on va solliciter en fonction des besoins. Ils ont chacun un peu leur spécificité, chacun leur force. Et donc, on va les solliciter en fonction des problématiques qu'on a. Si c'est des problématiques entrepreneuriales, si c'est des problématiques commerciales, si c'est des problématiques marketing. Enfin bref, on peut aller solliciter l'un ou l'autre. Et on sait qu'on aura toujours une réponse hyper rapide qui va venir nous aider et nous épauler dans la suite, quoi. Et tu les trouves comment, ces gens-là, au départ? Eh ben, écoute, je pourrais pas te donner énormément de détails parce que malheureusement, le crédit, le crédit de l'initiation de la levée de fonds revient à 100% à Dorian, qui avait géré le process à l'époque, qui avait comment ça s'était fait, beaucoup de bouche à oreille en fait. À l'époque, qu'est-ce qu'on a vu comme pour te dire, Thibaut Renouf, on le connaissait déjà en fait depuis 1 an, on échangeait déjà avec lui et donc parce que c'était un gars d'HEC, je crois qu'on l'avait contacté comme ça. Et donc on échangeait fréquemment avec lui. Donc le jour où on a fait une levée de fonds, on l'a contacté, il a dit qu'il était chaud pour nous suivre. Et après, Thibaut a relayé auprès de contacts qu'il avait. Il nous a permis de pitcher auprès de pas mal de personnes qu'il connaissait, qui nous ont elles-mêmes présenté à d'autres personnes. On a l'incubateur HEC qui nous a aidé aussi en nous mettant en relation avec quelques personnes. On a essayé de cibler aussi des personnes avec qui on avait envie d'échanger pour avoir un peu des profils hybrides. Typiquement, on voulait absolument avoir un profil un peu RSE dans notre pool d'investisseurs pour avoir quelqu'un un peu expert sur ce sujet-là. Donc vraiment principalement par du bouche à oreille, quoi. Bon, très bien. Écoute, ça a marché, tant mieux. On verra la prochaine. Il y en aura sûrement un de ces jours. Avant de parler de la suite, ça m'intéresse d'avoir un mot sur, parce que tu connais bien le sujet, la certification B Corp, parce que tu l'as passé en revue dans tes études et parce que tu l'as mis en place dans ta boîte. Finalement, ça correspond à quoi cette certification et quel est le process d'obtention pour une boîte aussi jeune que la vôtre? Ouais. Alors la certification B Corp, c'est un label américain à la base, créé un petit bout de temps maintenant, mais qui est bien implanté en France. C'est peut-être un des labels sur les sujets RSE le plus reconnu, qui a pour vocation de certifier les entreprises, comme ils disent, qui s'engagent pour le bien commun.
des entreprises qui essaient de construire de nouveaux modèles où on va plus dissocier business et impact, et ils vont essayer un peu de lier les deux. Ça va juger les boîtes sur plein de critères, des critères de gouvernance, des critères de traitement des collaborateurs, des critères de gestion des sujets environnementaux, gestion des sujets sociaux, etc. Donc c'est assez large. Tu as en gros un questionnaire avec plein de questions, je sais plus combien. Et pour obtenir la certification, il faut obtenir au moins 80 points sur toutes ces questions. Et en gros, tu vas remplir le questionnaire, et après tu vas avoir un auditeur qui va venir contrôler, qui va te poser des questions sur certaines questions, qui va te demander des preuves, etc. Tu dois être capable en règle de pouvoir prouver chacune des réponses que tu as faites. Ils vont pas contrôler chacune des réponses, mais tu dois être capable de prouver chacune des réponses. Il n'y a pas une question de réserver une partie de son chiffre d'affaires pour les projets d'environnement? Non. Ça peut faire partie des choses qui te font gagner des points, mais c'est pas obligatoire. Et nous, on le fait pas. Ça, on le fait pas, par exemple. Okay. Et donc, en gros, nous, quand est-ce qu'on l'a fait? On a commencé à bosser dessus pendant le confinement, en fait. Quand on était en avril 2020, que le Covid venait de frapper, que l'événementiel était à l'arrêt, qu'on avait du temps. En même temps, on bossait sur un projet de plateforme de formation pour les associations avec lesquelles on travaillait, et on s'est dit, on a du temps, on va en profiter pour obtenir la certification B Corp. Comme on avait moins d'un an, c'était encore plus facile, parce que quand tu as moins d'un an, tu n'obtiens pas le label B Corp, tu obtiens le label Pending B Corp, qui est le label en attente. Et donc, tu passes tout le questionnaire et tout, tu réponds au questionnaire, et une fois que tu as obtenu 80 points, tu peux soumettre le questionnaire, mais il n'y a pas de vérification. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas eu de vérification. Tu obtiens le label Pending B Corp parce qu'en fait, il n'y a pas de vérification vu que le label se base sur des choses que tu as faites par le passé. Comme tu as moins d'un an, tu peux pas prouver des choses que tu as faites il y a plus d'un an parce qu'ils n'existaient pas. Et donc, en gros, tu vas dire, moi, dans le futur, je m'engage à faire ça. Tu obtiens pendant un an un label qui s'appelle Pending B Corp, qui te permet déjà de mettre en avant tes engagements, et c'est quand même un bon gage de crédibilité, B Corp, vis-à-vis d'entreprises extérieures. Il y a beaucoup de gens qui me disent, vous êtes B Corp, bravo, etc. Qui permet de mettre en avant ce que tu fais. Et après, une fois que ces un an passe, tu dois resoumettre le questionnaire, mais cette fois, tu vas avoir un auditeur qui va venir vérifier ce que tu as répondu. Donc nous, on avait soumis le questionnaire, je pense, en peut-être avril 2021, et après, ça a pris 6 bons mois. Il faut savoir que B Corp, aujourd'hui, sont un peu débordés. Ils ont vraiment beaucoup de demandes. C'est un label qui a beaucoup pris ces dernières années. Il y a eu beaucoup de communication dessus. Ils ont énormément de demandes. Et donc maintenant, les audits prennent de plus en plus de temps. Et nous, on avait soumis le truc en mai, peut-être 2021. On a eu l'étude qui a été faite en octobre, et on a obtenu le label en novembre 2021. Le label officiel voilà. En gros. Bon, très bien, on verra comment. Et c'est quelque chose que tu dois maintenir dans le temps ou non? Tu dois le maintenir dans le temps, ouais, exactement. C'est un label qui est vérifié tous les 3 ans. Donc tous les 3 ans, tu dois re-remplir le questionnaire, et tu as un auditeur qui vient vérifier que tu es toujours à jour et que tu marques toujours. Nous, on avait un avantage quand même pour l'obtenir, c'est qu'on est une boîte dont le modèle d'affaires est un modèle d'affaires dit à impact. C'est-à-dire que notre croissance et le chiffre d'affaires qu'on génère sert des causes. C'est-à-dire potentiellement, plus on génère de chiffre d'affaires, ça veut dire plus on a un impact positif, parce qu'on va aider les entreprises à avancer sur ces sujets, etc. Donc on a un modèle d'affaires dit à impact, ce qui fait qu'on a des points bonus, en fait, qui nous facilitent la vie par rapport à des entreprises dites plus classiques qui n'auraient pas forcément un business à impact, quoi. Très clair. Merci Baptiste pour tous ces feedbacks. J'ai quelques questions pour toi un peu plus perso, vu que le temps avance. Quelle a été ta plus grande difficulté dans l'ACA jusqu'ici? Nous, des difficultés, on en a eu plein, je pense, mais c'est la joie de l'entrepreneuriat. Je pourrais pas t'en donner une, je peux t'en donner, je t'en donne 3 comme ça, une pour chaque étape du projet, parce que c'est vraiment les difficultés majeures à chaque fois. La première, c'est quand on lance Cleanwalk.org. À l'époque, on avait eu un conflit avec un gars pour des histoires de propriété intellectuelle, qui nous disait qu'on utilisait sa marque alors qu'il n'avait pas déposé sa marque, qui a essayé de nous mettre pas mal de bâtons dans les roues, qui a complètement copié notre truc du jour au lendemain, etc. Mais finalement, on est resté droit dans nos bottes, et on a avancé sur la ligne qu'on s'était fixée, et en fait, très vite, il y a plus de soucis, parce qu'il y a personne. On a fait quelque chose de mieux qui a vite fait qu'il y avait plus de problème. Tu t'es pas laissé impressionner et t'as continué. C'est ça, exactement. On était sûr de ce qu'on faisait, donc il y avait pas de problème. Mais ça déstabilise quand même un peu, ouais. C'est ça, c'était un premier gros coup dur, un peu. Ensuite, il y a eu le Covid. Ça, c'est peut-être potentiellement notre plus grosse crise, quand même. Le Covid, on avait plein de clients dans tous les sens, plein d'événements organisés en mars, avril, mai, juin. C'était génial. Des demandes entrantes, peut-être on avait 5 demandes entrantes toutes les semaines. Enfin, c'était trop bien. Avec des trucs cool, Warner Music, bref, des trucs très sympas. Et tout s'arrête du jour au lendemain, et tu sais que ça va pas reprendre tout de suite, et t'as aucune visibilité sur quand ça va reprendre. Ça, c'était très dur. On a eu la chance de passer le confinement tous les 3 ensemble, donc de continuer de bosser. Et on a eu la chance d'avoir des projets sur lesquels on travaillait, et d'avoir assez vite ce projet un peu mené
avec Optique 2000 qui nous a permis d'avoir des pistes sur lesquelles creuser. Et d'avoir la bourse French Tech en même temps qui nous a permis d'avoir des revenus, de pas trop douter, etc. Et ça, c'était quand même un gros coup dur qui nous a quand même fait changer radicalement de modèle. On est passé d'un truc d'événementiel à une plateforme et peu à peu, on a coupé la partie événementielle. Enfin bref. Et après, le troisième gros coup dur qu'on a eu, c'est quand même le départ de Dorian. Je pense que le départ de Dorian, pour nous, t'es 3 fondateurs, en plus t'es 3 amis de longue date, on se connaissait depuis longtemps tous les 3, on s'entendait super bien, on s'entend toujours super bien d'ailleurs aujourd'hui, heureusement. Mais quand tu finis par avoir des discussions à 3 et que tu te rends compte qu'en fait il y en a un des 3 qui se projette pas du tout sur le long terme, et que tu dois te dire ok, on est en pleine levée de fonds, comment on fait pour gérer ça? C'est pas facile, parce c'est la période où Dorian on commençait à avoir ces discussions ensemble, c'est la période où on était en train de faire notre levée de fonds. Donc il a fallu en plus derrière aller voir les investisseurs, enfin les potentiels investisseurs, en leur disant en fait les gars, j'espère que vous allez bien. Dorian, la belle histoire qu'on vous racontait, en fait, on sera plus que Dorian ne va pas rester, mais c'est pas grave parce que on va faire ça. Donc c'était une phase très dure, mais très structurante aussi. Et mine de rien, heureusement que ça a eu lieu à cette période-là et pas plus tard, parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et le fait qu'on soit amis et qu'on ait toujours eu ces relations très transparentes, on se disait les choses et on ait toujours des volontés de faire avancer les choses vite, ça nous a aidé à crever l'abcès très vite. En fait, très vite, on s'est dit ok, il faut qu'on fasse ça. Ensuite, très vite, après, on attaque la partie un peu plus dure de négociation entre nous. Mais bon, écoute, c'est le jeu. Et puis après, une fois qu'on a réglé ça, après, t'es plus libre. Ça, c'est peut-être notre dernier coup dur en date, quoi. Ouais, jusqu'au prochain. Un truc essentiel que t'as appris depuis ce lancement de l'AK. Essentiel, on en a appris des tonnes, mais les choses qui sont un peu clés pour nous, qu'on trouve les plus essentielles, c'est l'écoute, l'empathie. Nous, c'est une de nos valeurs clés qui est hyper importante, qui a été un des marqueurs forts de la réussite de l'AK, qui l'est encore aujourd'hui. L'écoute, l'empathie, c'est vis-à-vis de, bien sûr, tous les prospects et tous les clients. Donc, il y a vraiment ce que je disais sur la partie co-construction tout à l'heure, études de terrain, etc. Pour construire quelque chose qui soit vraiment adapté aux besoins et pas juste construire quelque chose en fonction de ce qu'on a dans la tête et de nos convictions personnelles. Et l'écoute, l'empathie vis-à-vis des personnes avec lesquelles on bosse, de tous les salariés, de toutes les personnes dans la boîte, les stagiaires, les alternants, etc. Être vraiment dans une démarche où on écoute les gens, on prend tous les retours qu'ils ont à faire, sans le prendre personnellement à chaque fois, vraiment en essayant de... Et je vais lier ça à la rapidité d'exécution, qui est notre grosse force, c'est de se dire, dès qu'on voit qu'il y a le moindre problème ou le moindre sujet sur lequel on peut corriger quelque chose, le corriger tout de suite, ne pas le mettre dans une to-do qui va disparaître en se disant je le ferai dans 2 mois. Nous, notre grosse force, c'est que quand on a une idée en tête, en 2 jours, c'est réglé. Quand on fait des points mensuels avec les collaborateurs, quand quelqu'un nous remonte un truc, 2 jours après, c'est corrigé. Quand un client nous remonte un truc et on se dit ok, ça c'est essentiel et c'est clé, dans 2 jours, c'est dans la roadmap produit et quasiment 1 semaine après, c'est développé, on leur présente, on leur dit regardez, hop, c'est bon, c'est fait, c'est réglé. Faire que tous les sujets clés qui peuvent être bloquants pour l'avenir, enfin vraiment cette capacité d'exécution et de faire les choses très rapidement plutôt que d'accumuler plein de petites tâches par-ci par-là, hyper importante. Voilà, c'est pas trop de lien entre les deux, mais bon. Non, mais c'est 2 points forts. Je t'en demandais 1, mais tu m'en donnes 2, très bien. Est-ce qu'il y a une boîte dans le monde un peu de la tech for good ou de la green tech qui t'inspire en ce moment? Non, je saurais pas trop te dire. Je saurais pas trop dire. On n'est pas trop du genre à avoir des modèles d'inspiration sur les sujets, surtout sur les sujets tech for good. C'est pas évident vu que c'est quand même un marché récent. T'as peu d'entreprises qui ont encore grandi énormément, même si sur certains secteurs comme le reporting RSE, t'as des grosses boîtes qui existent. Sur certains secteurs comme les sujets de l'énergie, t'as des grosses boîtes aussi comme Citron, Deepti qui fonctionnent plutôt bien, qui peuvent être assez inspirantes, on va dire, au niveau France à suivre dans ce qu'elles ont construit, d'un bon mix en plus entre du service, de la plateforme et du conseil. Mais après, sinon, pas forcément sur les sujets green tech, enfin pas forcément de boîte qu'on suit précisément, où on se dit tiens on va faire comme eux, on va faire comme eux. Vraiment, on s'inspire de plein de choses par-ci par-là. L'exemple de Partout nous sert beaucoup, ce qu'on fait Thibaut, ce qu'on fait les 2 Thibaut et Clément chez Partout nous sert beaucoup parce qu'ils sont sur un secteur qui est similaire au nôtre. Leurs clients c'est des entreprises multisites. Bien sûr ils vendent pas du tout la même chose que nous, mais mine de rien c'est hyper inspirant parce qu'en fait ils ont les mêmes sujets commerciaux, enfin ils ont eu les mêmes sujets commerciaux qu'on a aujourd'hui, ils ont eu les mêmes freins à déploiement qu'on a aujourd'hui, donc il y a plein de choses qui nous sont hyper utiles. Donc c'est peut-être eux qui nous inspirent le plus et qui nous font le plus de retours via ce que nous raconte notamment Thibaut Renouf dans la manière de construire la stratégie commerciale de l'AK, etc., etc. Ok. Est-ce qu'il y a une rencontre que tu as faite qui t'a marqué jusqu'ici? Je peux pas botter en touche à chaque fois, mais bon, je te fais des réponses honnêtes. En rencontre, si, mais j'en aurais pas une à te donner. Mais j'en ai des centaines de rencontres.
toutes les rencontres qu'on a faites en fait jusqu'à aujourd'hui ont été hyper déterminantes. De la première rencontre d'une association qu'on a faite à Rambouillet, ou même je me rappelle d'une soirée que j'avais passée dans un parking avec une association à Paris à prendre des bières pour comprendre leurs besoins sur les sujets des clean walk. Bref, un truc vraiment un peu particulier. Aux dernières rencontres qu'on a fait avec des magasins Intersport, toutes ont été essentielles dans la manière dont on a construit l'ACA, parce qu'on a construit l'ACA à partir des autres. Je me répète peut-être, mais on n'a pas construit l'ACA à partir de nous. On n'a pas construit Bien sûr, on a notre vision commune, on a ce qu'on a envie de faire du projet, là où on a envie d'aller, mais on n'a pas mis nos idées à la place des autres. On a construit l'ACA à partir de ce que les gens nous ont raconté. Et donc, toutes les rencontres qu'on a pu avoir, des plus loufoques aux plus strictes possibles, ont été hyper utiles et ils nous ont fait construire ce que l'ACA est devenu aujourd'hui, quoi. Donc, j'aurais pas une rencontre en particulier à mettre en avant. Ok. Dans un projet comme celui-ci, l'équilibre vie pro, vie perso est pas simple à trouver. Tu dois être à fond, mais pour être à fond, faut que tu te préserves. Est-ce que tu as une routine ou tu as des petits retours d'expérience sur ce que tu mets en place au quotidien pour t'aider à gérer cette balance? Nous, il y a deux choses principales. Enfin, il y a deux choses principales qui m'aident à garder cet équilibre-là. La première, c'est très vite ce qu'on s'est dit avec Dorian et Adrien. À l'époque, quand on s'est lancé, on s'est dit en fait, nous, on veut lancer une boîte. On veut lancer une boîte parce qu'on veut faire notre projet, on a plein d'idées, on a plein de choses sur lesquelles on veut avancer, et c'est génial d'être à son compte. Mais on veut pas être dans un peu le sketch de l'entrepreneuriat, à faire des horaires dans tous les sens hyper élevés. Et on veut avoir quelque chose de très sain. De la même manière qu'on veut construire un modèle sain, on veut que ce soit sain pour nous aussi. Et donc on veut pas finir à 23h tous les soirs, on veut pas faire du 8h 23h tous les soirs. Si on fait ça, ça veut dire soit qu'on bosse pas bien, soit que en fait, il nous faut quelqu'un de plus dans l'équipe. Vite. C'est ça. Oui. Ou alors que notre modèle n'est pas viable, qu'on est sur un modèle où en fait, il faut être beaucoup plus que ce qu'il faut pour faire vivre la boîte, donc c'est pas logique. Donc on s'est dit très vite, nous on veut faire des horaires normaux, on veut en moyenne nos horaires chez l'ACA, tu vois, avec Adrien, on arrive à 9h, on part entre 19h, 19h30, parfois 20h les gros jours, mais on n'est jamais parti à 22, 23h, sauf une fois, c'était le déploiement Carmila, parce qu'il fallait tout finaliser avant le jour J, mais c'est tout. Et l'idée, c'est que très vite, on s'est imposé ces règles, on s'est dit, nous, on va avoir des modes de fonctionnement sains, on bosse pas le week-end, il faut se reposer, il faut couper, on veut quelque chose de sain, et quelque chose de sain qu'on prolongera sur nos salariés derrière, où on leur imposera pareil, pas de ce genre de choses-là, c'est hyper important. Et donc, il y a pareil, le week-end, ça nous arrive de bosser, bien sûr, de temps en temps, on a eu des week-ends où on a bossé à fond, notamment le déploiement Carmila, mais on fait hyper attention à ça. Et après, on a la chance, moi j'ai une chance aussi, c'est que j'ai ma copine qui clairement, quand je suis là le soir, veut pas que je sois sur mon ordi et veut pas que je sois sur mon ordi le week-end aussi. Donc très vite, de toute façon, je fais une petite dédicace, merci Perle. Et là pour me ramener à la réalité de, en fait, il faut savoir couper entre les deux. Ce qui est encore plus dur quand on est sur un métier dans lequel on est passionné. Moi, je suis passionné par ce que je fais, j'adore ce que je fais. Si je pouvais faire l'ACA tout le temps, je le ferais. Mais il faut savoir couper pour des questions d'avoir un mode de vie en fait, d'équilibre, exactement. Et de long terme aussi, quoi. Et t'es plus efficace quand tu coupes, de toute façon. T'es plus efficace quand tu coupes parce que tu reviens à l'esprit frais, tu t'es à l'esprit, etc. Tu peux pas bosser non-stop, ça a aucun intérêt. Donc c'est important voilà. Très bien. Comment tu fais pour maintenir et développer ta culture dans le monde de la RSE, ta culture tech, ta culture entrepreneuriale aussi? Comment tu consultes quoi comme source d'infos? Je pense à deux choses comme ça. La première, c'est les échanges avec les différentes personnes, nos investisseurs ou les autres entrepreneurs qu'on côtoie, qui étaient dans d'autres promos HEC ou qui ont lancé des projets ou qui sont à côté de nous quand on bosse, etc. Ça, c'est peut-être le plus important. Pas demander, tiens, c'est quoi ta problématique du moment, etc. Et s'échanger un peu en fonction des problématiques de chacun, ce qui marche pas, des sujets de recrutement, etc. Et après, en termes de contenu, je lis assez peu de contenu sur ces sujets-là, moi personnellement, j'avoue. Je suis peut-être pas le meilleur élève, mais après, en termes de contenu, j'aime bien lire les articles de Tribes, Follow Tribes, le média qui a été lancé. Encore sous l'influence de partout. Thibaut, exactement. Mais on trouve que c'est des contenus assez rapides, qui sont bien fonctionnels, qui s'appliquent bien à ce que nous on vit au quotidien. Donc c'est généralement ça. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a une app dans ton tel que tu recommanderais à tout le monde d'avoir? Non, je pense pas. Enfin, j'en aurais pas comme ça en tête. Je recommanderais même plutôt sur certains sujets, notamment les réseaux sociaux, d'en enlever. Moi, une grosse différence. Enfin, il y a quelques mois, j'ai supprimé Facebook. Là, je vois que je suis un peu addict à LinkedIn de temps en temps, que j'y passe du temps pour rien. Il y a un vrai sujet je pense, au taf, la journée, je suis quasiment pas sur mon tel et ça fait une grosse diff en termes d'efficacité. Quand j'ai envie de faire une pause, je parle avec des gens. Enfin, j'échange, je fais une vraie pause, quoi.
Et ça, c'est hyper important, je trouve. Je parle avec des vrais gens. Mais non, mais du coup, non, j'aurais pas d'app. J'essaie d'être pas trop sur mon téléphone. De la même manière, de toute façon, si je suis trop sur mon téléphone, je me fais réprimander par ma copine. Donc voilà, il y a la police qui sévit derrière. Faut faire attention. Bon, et bah très bien. Dernière question. Est-ce qu'il y a une personne qui évolue dans le monde de la tech ou même dans le monde de la RSE ou de l'innovation que tu me recommanderais d'inviter à ce micro? Ouais, j'en aurais plein. Je te donne des noms qui me viennent en tête. Alors, c'est pas forcément hyper tech, mais ça pourrait être cool d'échanger avec eux pour parler un peu économie réelle, etc. Je pense aux deux fondateurs de Vesto, Bastien Rambaud et Wilfried Dumas. Vesto, je sais pas si tu connais, mais c'est une marketplace de vente de produits d'occasion, de seconde main pour la restauration. Donc, ils ont un entrepôt où ils reconditionnent du matériel de restauration, des fours, etc., qu'ils revendent ensuite. C'est pas forcément hyper tech, c'est très très terrain. C'est une vraie. Enfin, en tout cas, une belle. Très sympa, ça marche vraiment bien. Ouais. Pareil, ils l'ont lancé en même temps que nous. Après, qui est-ce que t'as d'autres? C'est plus jeune. Ils viennent de se lancer, mais t'as un ami qui s'appelle Georges Badevant qui a lancé une boîte qui s'appelle Captain Cause, cofondée avec Frédéric Mazella, donc il est bien accompagné. Ah oui, j'ai entendu ça. Avec Maxence aussi qui bosse avec eux. Ça, ils se lancent tout juste. Donc je sais pas s'ils auront beaucoup de choses à te raconter encore, mais d'ici un an, quand ça sera bien avancé, pareil, ils sont sur des sujets aussi sociaux et environnementaux, associatifs, donc c'est des sujets qui. Ils sont sur ma liste, figure-toi. Et merci. Okay, parfait. Merci de le préciser. Laisse-leur un peu quelques semaines de maturation et après ils auront plein de choses à te raconter, je pense. Merci beaucoup, Baptiste, c'était très cool de t'entendre. À bientôt pour voir la suite de ce projet, mais hâte de voir ce que tout ça va nous donner. À bientôt. Avec plaisir, Geoffrey. À bientôt. Salut. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.